Charles II était le dernier monarque d'Espagne issu de la maison de Habsbourg, souvent considéré comme un symbole tragique du déclin de la nation et comme un exemple frappant des effets néfastes de l'endogamie dynastique. Le roi Charles II d'Espagne a enduré une vie marquée par de profondes incapacités physiques et mentales, conséquence de générations de mariages consanguins au sein de sa lignée royale. Aujourd'hui, nous réfléchissons à l'existence douloureuse d'un homme dont la vie était bien loin de l'image traditionnelle d'un roi, fort, meneur d'hommes et figure inspirante. Au lieu de cela, Charles était accablé par une série de problèmes de santé invalidants, notamment des déformations et l'épilepsie. La cause de ces souffrances ? Au moins 16 générations de consanguinité, tout cela dans une tentative mal avisée de préserver la pureté de la lignée royale. Bien qu'il soit monté sur le trône, il est douteux que quiconque ait souhaité une existence aussi douloureuse. C'est son histoire. Charles II est né en 1661 en tant que seul fils survivant de Philippe IV d'Espagne et de sa seconde épouse, Mariana d'Autriche, qui était aussi sa nièce. Cela a créé un réseau complexe de relations familiales où la propre mère de Charles, Mariana, était à la fois sa cousine et sa grand-mère était aussi sa tante. Lorsqu'on examine l'arbre généalogique plus large, l'étendue de la consanguinité au sein de la lignée royale devient de plus en plus évidente et également complexe. Bien que les mariages au sein des familles élargies n'étaient pas rares à cette époque, les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche étaient particulièrement connus pour leur attachement à cette pratique. Entre les années, comptez 1450 et 1661, sur les 11 mariages contractés par les monarques espagnols, la grande majorité était entachée par une forme de consanguinité. Cette tendance a peut-être été influencée par la limpieza de Sangre, ou loi sur la pureté du sang, établie au début du XVIe siècle et appliquée jusqu'aux années 1860. Les Habsbourg étaient l'une des maisons royales les plus puissantes d'Europe, régnant sur l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Sicile et Naples, la Hongrie, la Croatie, les îles tchèques, le Portugal et bien sûr l'Espagne. Ils étaient également connus pour leur désir fervent de préserver la pureté de leur lignée. Les mariages entre cousins germains ou entre oncles et nièces étaient courants, et après des générations de telles unions, nous rencontrons l'abomination qu'était Charles. En tant que seul héritier mâle, la survie de Charles était impérative, mais dès le début, sa santé était fragile et tragique. Il a souffert de nombreuses maladies comme la rougeole, la varicelle et la variole, dont chacune aurait pu être fatale à cette époque. De plus, il était atteint de rachitisme, ce qui l'a empêché de marcher sans aide jusqu'à l'âge de 4 ans. Son enfance a été marquée par de nombreux défis physiques. Les os de son crâne n'étaient pas encore soudés et il ne pouvait pas se tenir debout. Il n'a appris à marcher qu'à l'âge de 6 ans, et même à 9 ans, il avait encore du mal avec cette tâche. Jusqu'à l'âge de 4 ans, Charles était exclusivement nourri au lait maternel, fourni par 14 nourrices différentes qui devaient être régulièrement remplacées à cause des morsures douloureuses infligées par le nourrisson. Compte tenu de la gêne de la situation, surtout après que Charles ait été proclamé roi à un âge si tendre, sa mère décréta que l'allaitement devait être interrompu. Les mariages consanguins au sein de la famille Habsbourg ont accentué ce que l'on appelle la mâchoire des Habsbourg, un trait physique distinctif commun aux branches espagnoles et autrichiennes de la famille. Chez Charles, cette condition était si prononcée qu'elle entravait sa capacité à mâcher correctement sa nourriture, provoquant des problèmes d'estomac fréquents. Le jeune prince était vraiment un spectacle, et sa santé fragile poussait sa famille à craindre pour sa vie. Sa langue était tellement enflée que peu de gens pouvaient le comprendre lorsqu'il essayait de parler. On pense également qu'il aurait pu souffrir d'acromégalie, une maladie qui provoque des gonflements et des déformations, en particulier du visage et des mains. Sa faiblesse physique était aggravée par un manque de développement intellectuel, et à l'âge de 9 ans, Charles ne savait ni lire ni écrire, et sa parole était hésitante et difficile. Bien qu'il ait eu les meilleurs précepteurs disponibles, son éducation était très limitée, et sa volonté, déjà fragile, était encore plus étouffée par l'influence dominante de sa mère. Il était souvent à la merci de sa famille, bien que son tempérament puisse s'emporter violemment avec des accès de colère fréquents provoqués par la frustration liée à ses handicaps.
l'apparence de Charles était d'une laideur frappante. Les traits classiques des Habsbourg, une mâchoire surdéveloppée et un crâne allongé, étaient exagérés chez lui à un point presque caricatural. Dans le climat superstitieux de l'époque, son état et ses déformations physiques s'étaient parfois interprétés comme des signes de sorcellerie. Les tentatives de ses médecins pour le soigner étaient accompagnées de pratiques occultes et d'exorcismes, et certains l'ont même surnommé Charles le ensorcelé. Charles était défiguré, un homme d'une laideur frappante, même en comparaison avec sa famille et les gens du peuple. Il est devenu sénile à un jeune âge, sa grande langue rendant sa parole incompréhensible, et il souffrait de crises d'épilepsie. Bien qu'il se soit marié 2 fois, son impuissance l'a empêché d'avoir des enfants ou d'assurer une descendance. Son comportement était souvent infantile. Par exemple, il trouvait du réconfort à compter des objets, une activité simple qui le rassurait. L'état de Charles est difficile à évaluer avec les critères modernes. Il avait besoin d'une attention et d'une guidance soigneuse, mais ceux qui l'entouraient n'ont pas su les lui offrir. Les factions à la cour, chacune avec ses propres intérêts, avaient en tout à gagner à avoir un roi faible et facilement manipulable. Tout au long de sa vie, Charles fut soumis à l'influence changeante de factions rivales, qui cherchaient avant toutes à l'utiliser pour leur propre profit. En conséquence, il connut souvent des accès de dépression. Les récits de l'époque décrivaient Charles comme timide, réservé et souvent mélancolique, mais les diplomates étrangers remarquaient qu'il était généralement bienveillant. Charles était en effet très influençable, cédant toujours aux conseils de son entourage, dont il dépendait totalement. Au début, c'était sa mère qui était sa conseillère de confiance. Le jésuite autrichien et confesseur Johann Eberhard exerçait également une grande influence sur le fragile monarque. Plus tard, le Premier ministre Fernando Valenzuela devint une figure dominante dans sa vie. Finalement, le demi-frère de Charles, Don Juan José, issu d'une liaison illicite entre son père et l'actrice Maria Calderón, devint une figure importante dans sa vie. Pourtant, même Don Juan José a exploité Charles pour ses propres ambitions. Lorsque le moment fut venu pour Charles de se marier, l'anxiété de la future épouse était immense, et elle s'accrut encore lorsque l'ambassadeur de France écrivit à la cour « Le roi catholique est si peu attirant qu'il inspire la crainte, et il semble être en mauvaise santé. » En l'an 1679, alors que le roi avait 18 ans, Charles allait se marier. Maria Luisa d'Orléans ne fut pas bien accueillie par le peuple, non seulement parce qu'elle était française, mais aussi parce qu'elle ne parvint pas à donner un héritier au roi. Cela devint la plus grande préoccupation de la cour, et des rumeurs circulaient selon lesquelles Charles était effectivement ensorcelé. À une occasion, la reine confia à une dame d'honneur que le roi souffrait d'éjaculation précoce, une condition qui empêchait la consommation de leur mariage. Lorsque l'ambassadeur de France eut vent de cela, il soudoya une blanchisseuse du palais pour qu'elle lui fournisse les sous-vêtements du roi et les draps du lit de la reine. À cette époque, la Royal Society de Londres avait découvert l'existence des spermatozoïdes, et il cherchait à employer tous les moyens possibles, tant divins que terrestres, dans l'espoir d'obtenir la grossesse tant désirée. Cette épreuve causa à la reine de fréquents troubles digestifs, et dans ces dernières années, elle devint de plus en plus paranoïaque, craignant d'être empoisonnée. Tragiquement, elle mourut en 1689 d'une appendicite. Le roi aurait été dévasté par sa mort. 10 jours plus tard, les membres du conseil privé suggérèrent un nouveau mariage pour le roi, et l'épouse qu'ils choisirent fut Marianne de Neubourg, dont le plus grand mérite était que ses parents avaient eu 23 enfants ensemble. Cependant, le roi n'eut toujours pas d'enfants, malgré les parents extrêmement fertiles de la nouvelle reine. Dans les dernières années de sa vie, la condition physique de Charles se détériora, son corps montrant des signes de vieillissement avancé et de déclin. Cependant, la plus grande préoccupation de la cour restait son incapacité à produire des héritiers, et même la reine Marianne, issue d'une famille aussi nombreuse et prolifique, n'avait pas été la solution qu'ils espéraient sainte. Incapable de trouver une explication médicale à son état, beaucoup attribuaient son malheur à l'influence néfaste de la sorcellerie.
Le roi était tellement affecté par cette croyance qu'en l'an 1698, par l'intermédiaire de son confesseur, le père Froilan Dias, il demanda à l'inquisiteur général d'entamer un processus appelé désenvoûtement. Le père Dias connaissait un couvent où vivaient plusieurs religieuses possédées et que le père Fray Antonio Alvarez possédait des pouvoirs d'exorciste. Ils cherchèrent l'exorciste, et devant le Saint-Sacrement, ils demanderaient au diable si le roi avait été ensorcelé. Étonnamment, la réponse fut oui. Satan révéla que le sort avait été jeté le 3 avril de l'an 1675 en utilisant une tasse de chocolat contenant le cerveau dissous d'un criminel exécuté pour ôter la raison du roi et corrompre sa semence, l'empêchant ainsi d'avoir des enfants. Le but de la malédiction, selon le diable, était de s'assurer que la reine veuve Mariana puisse rester au pouvoir. Pour contrer cela, l'exorciste suggéra que le roi boive un demi-litre d'huile à jeun accompagné d'un exorcisme. Malheureusement, l'état du roi ne fit qu'empirer, aggravé par les potions qu'on lui administrait. En mars de l'année 1698, alors qu'il approchait de la fin de sa vie, il souffrait d'œdème, de fatigue constante, de crises d'épilepsie, de diarrhée chronique et de fièvre récurrente. Finalement, le 1er novembre de l'année 1700, à l'âge de 39 ans, Charles s'est éteint. Bien que les examens post-mortem n'étaient généralement pas pratiqués pour les rois, la mort de Charles, entourée de rumeurs de sorcellerie, a conduit à une autopsie. Selon cette autopsie, les résultats étaient horribles. Il avait un cœur très petit, de la taille d'un grain de poivre, les poumons corrodés, les intestins putrides et gangrenés. Dans les reins, il y avait 3 gros calculs, il n'avait qu'un seul testicule aussi noir que du charbon, et sa tête était remplie d'eau. Les résultats semblaient confirmer la croyance de longue date selon laquelle les afflictions physiques et mentales du roi étaient dues à bien plus qu'un simple malheur médical. La vie de Charles fut en effet tragique, et il n'a jamais mené une vie ordinaire. Ses épouses énormément les rebutaient par lui, et le roi vivait dans un état de douleur et de dépression constante, ce qui a sans doute affecté sa santé mentale. Charles était le résultat de générations de consanguinité, et sa vie est en effet une histoire triste. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait historique.